Mon sac d'infirmière tombe sur le sol avec un bruit sourd. Je reste figé sur les marches du sous-sol, incapable de comprendre ce que je vois. Les lits des jumeaux, les commodes et les coffres à jouets sont disposés en un triste petit groupe près du chauffe-eau. Leur peluche préférée, l'ours en peluche usé de Milo et la licorne violette de Tessa trônent tristement sur des lits faits à la hâte, au-dessus desquels des toiles d'araignée s'étirent dans les coins du plafond. Maman? Papa? Ma voix résonne contre les murs en béton. La machine à laver vrombit en arrière-plan, un rappel brutal que cet espace n'a jamais été destiné à des enfants. L'air sent le détergent et cette odeur de moisi incomparable qu'aucun déshumidificateur n'a jamais réussi à éliminer complètement. Ma mère apparaît en haut des escaliers, faisant rebondir Caleb, le bébé de ma sœur, sur sa hanche. Son visage s'illumine à la vue de son petit-fils, puis s'assombrit légèrement lorsqu'elle me remarque. « Oh, Céline, tu es rentrée tôt. » Elle n'ose pas me regarder dans les yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Je fais un geste vers les affaires de mes enfants. Pourquoi les affaires de Tessa et Milo sont-elles ici en bas? Papa émerge derrière elle, les bras croisés. Nous devions faire quelques changements. Autumn a besoin d'un véritable espace de bureau pour son travail à distance, et Caleb mérite une vraie chambre d'enfant. Une vraie chambre d'enfant? Les mots me semblent des pierres dans la bouche. Par opposition à quoi? Une fosse? Les jumeaux avaient de vraies chambres à l'étage. Maman soupire, un son familier de mon enfance, une déception mêlée d'exaspération. Céline, ne sois pas difficile. La situation d'Automne est différente. Elle a besoin de stabilité en ce moment, et Caleb est à un stade de développement critique. Et mes enfants, non. Mes mains se mettent à trembler. Les jumeaux devraient être reconnaissants d'avoir un toit au-dessus de leur tête, dit maman en faisant rebondir Caleb plus haut alors qu'il s'agite. Beaucoup d'enfants ont moins. Le souvenir de mon retour à la maison il y a 3 mois me revient en mémoire. Les papiers du divorce encore chauds de l'imprimante. Les jumeaux silencieux sur la banquette arrière alors que j'expliquais que nous allions rester chez grand-mère et grand-père juste pour un petit moment. J'avais ravalé ma fierté, accepté de contribuer aux dépenses du ménage, même si c'était censé être ma maison d'enfance, mon filet de sécurité. Puis Automne est arrivé avec le nouveau-né Caleb, son mariage s'effondrant tout comme le mien. Mais contrairement à moi, elle a été accueillie à bras ouverts et avec une complaisance sans fin. Les gazouillis pour Caleb ne cessaient jamais. Les jumeaux étaient réprimandés pour jouer trop bruyamment, pour rire pendant la sieste de Caleb, pour exister de manière à pouvoir déranger le précieux bébé. Vous n'aviez pas le droit de déplacer leurs affaires sans me le demander, dis-je, ma voix plus stable que je ne le ressens. Ce sont mes enfants. Céline, la voix de papa prend ce ton autoritaire que j'ai entendu toute ma vie. La carrière de ta sœur et le développement de Caleb sont essentiels en ce moment. Le sous-sol est parfaitement adéquat. Adéquat? Je monte 2 marches jusqu'à ce que nous soyons presque à la même hauteur. Il fait humide ici. Milo a de l'asthme. Tu exagères, dit papa, comme d'habitude. Autumn avait plus besoin de l'espace, ajoute maman. Elle essaie de construire un avenir pour Caleb. Et voilà, la vérité que j'ai toujours su mais que je n'ai jamais voulu affronter, mes enfants comptent moins. Ils ont toujours compté moins. Je saisis mon téléphone, mes mains ne tremblant plus. Ma collègue Brenda a mentionné la semaine dernière que le cottage de location de sa belle-mère était vacant, logement d'urgence uniquement, avait-elle dit avec un sourire compatissant après m'avoir entendu me plaindre à une autre infirmière de partager une maison avec ma sœur et son bébé. Que fais-tu? Demande maman en fronçant les sourcils devant mon téléphone. Je prends d'autres dispositions. Le texto à Brenda est simple, ce logement d'urgence est-il toujours disponible? Ne sois pas ridicule, ricane papa. Où irais-tu avec un salaire d'infirmière? Tu as besoin de nous. Maman change Caleb de hanche. Autumn fait aussi partie de la famille, Céline. Tu ne peux pas t'attendre à ce que nous la traitions différemment simplement parce que tu étais là la première. Il ne s'agit pas de savoir qui était là en premier, dis-je en redescendant pour ramasser l'étui de clarinette de Tessa qui a été placé au hasard près d'un tuyau. Il s'agit de respect. Mes enfants méritent mieux qu'un sous-sol. Ma sœur apparaît en haut des escaliers, son expression un mélange de culpabilité et de défi. Les jumeaux s'adapteront, dit-elle. Les enfants sont résilients. C'est pratique comme cela ne s'applique qu'à mes enfants, réponds-je en époussetant l'étui de clarinette. Tu exagères, dit maman, le refrain familier. Le sous-sol est parfaitement bien. Nous te rendons service en te laissant rester ici.
Un service. Comme si je n'achetais pas les provisions, ne payais pas les factures, ne prenais pas les quarts de nuit pour pouvoir garder Caleb pendant la journée pendant qu'Autumn se concentre sur sa santé mentale. Mon téléphone vibre avec la réponse de Brenda, disponible immédiatement. Appelle-moi. Debout dans ce sous-sol humide, entouré des vies déplacées de mes enfants, je vois enfin ce que je nie depuis des mois, des années, en réalité. Mes parents ont toujours considéré mes jumeaux comme moins dignes, moins importants que l'enfant de ma sœur. Et en restant, j'apprends à Tessa et Milo à accepter ce traitement, à croire qu'ils méritent moins. Je serai à l'étage quand les jumeaux rentreront de l'école, dis-je, ma voix calme. Nous devrons en parler à ce moment-là. Mais en montant les escaliers, passant devant ma famille silencieuse, je sais déjà ce qui doit arriver. Mes enfants méritent des fenêtres, de la chaleur et du respect. Et je suis la seule à pouvoir leur garantir cela. Je n'arrive pas à dormir. Le plafond du sous-sol grince à chaque pas au-dessus, un rappel constant de l'endroit où mes enfants reposent maintenant. Milo a finalement cessé de tousser il y a 1 heure, son petit corps blotti de manière protectrice autour de son ours en peluche. Tessa a fait semblant de ne pas s'en soucier, arrangeant sa collection de licornes sur le rebord en ciment froid à côté de son lit, mais je l'ai surprise en train d'essuyer des larmes quand elle pensait que je ne la regardais pas. Après les avoir bordées, je monte à l'étage pour un verre d'eau, mes instincts d'infirmière en alerte maximale. La maison est silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et de la douce lueur de l'ordinateur portable d'Autumn sur le comptoir de la cuisine. Elle a dû le laisser ouvert en allant nourrir Caleb. Je suis sur le point de me détourner lorsqu'une notification de message apparaît. Le nom de ma sœur apparaît à côté d'une série de bulles de texte bleu. Je ne devrais pas regarder. Mais quelque chose m'attire, le même instinct qui me pousse à vérifier 2 fois le dossier d'un patient quand quelque chose ne va pas. Maman a dit qu'on pouvait juste les mettre au sous-sol, lis le message d'Automne, daté d'il y a 3 semaines. Céline travaille tellement qu'elle le remarquera à peine, et les jumeaux sont habitués à se débrouiller. Ma main vole à ma bouche, étouffant un halètement. Les horodatages révèlent des semaines de messages, de séances de planification sur le déménagement de mes enfants pendant que je fais des doubles services. L'ami d'Automne répond avec des émojis qui rient, ta sœur est une telle carpette. Les mots se brouillent alors que les larmes menacent, mais je les ravale. Ce n'était pas une décision impulsive prise aujourd'hui. C'était calculé, discuté, planifié pendant que je préparais le repas et que je gardais Caleb pendant mes jours de congé. J'entends les pleurs de Caleb de l'étage, suivis de la voix apaisante de ma mère, puis de bruit de pas dans les escaliers. Je m'éloigne rapidement de l'ordinateur portable, le dos tourné à l'entrée de la cuisine alors que je remplis mon verre d'eau avec des mains tremblantes. Oh, tu es encore debout. La voix d'Automne ne porte aucune culpabilité, aucune reconnaissance de ce qu'ils ont fait. Maman s'occupe de Caleb. Il fait ses dents. Je sais, ma voix semble étrange même à mes propres oreilles. Je lui ai donné des comprimés de dentition pendant mes gardes avec lui. Plus tard, après que les jumeaux se soient endormis dans leur lit du sous-sol, je me retrouve assise en face de mes parents et de ma sœur à la table de la cuisine. La maison est silencieuse, Autumn berçant doucement Caleb contre son épaule. Ils sont assis ensemble, un front uni. Je suis debout, les bras croisés, incapable de m'installer dans ce tableau d'harmonie familiale. L'arrangement du sous-sol est temporaire, dit papa, sans croiser mon regard, jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose de plus permanent. Que signifie exactement cela, je demande, en gardant ma voix égale. Maman ajuste la couverture de Caleb. Eh bien, puisqu'Automne prévoit de rester indéfiniment, nous devons tenir compte des besoins à long terme de tout le monde. Indéfiniment? Le mot reste en suspens entre nous. Mon thérapeute dit que la stabilité est cruciale en ce moment, ajoute Automne, sa main libre cherchant la tasse de thé que maman lui a préparée. Caleb a besoin de constance. Et qu'en est-il de la stabilité de mes enfants? La question sort plus sèchement que prévu. Les épaules de papa se raidissent. Ne sois pas dramatique, Céline. C'est un toit au-dessus de leur tête. Un toit que j'aide à payer, je lui rappelle. Ma contribution couvre plus d'un tiers des dépenses mensuelles. Un regard passe entre mes parents qui me fait dresser les cheveux sur les bras. À propos de ces contributions, commence maman, sa voix prenant ce ton conciliant que je connais trop bien. Nous avons pensé qu'il serait plus logique de mettre toutes les ressources en commun. Autumn a besoin d'aide pour les dépenses de Caleb, et puisque tu es déjà établi dans ta carrière. La prise de conscience me frappe comme un coup de poing. Vous avez donné mon argent à Autumn? Pas tout,
rétorque rapidement papa, juste pour l'aider à se remettre sur pied. Pendant que mes enfants dorment dans un sous-sol. Je pose mes paumes à plat sur la table pour me stabiliser. Si tu es si mécontente de l'arrangement, dit papa avec un geste dédaigneux, tu pourrais planter une tente dans le jardin. Au moins, les jumeaux auraient des fenêtres. Sa blague cruelle reste en suspens. Personne ne rit. Même Autumn n'a l'air mal à l'aise, bien qu'elle ne dise rien pour ma défense. Au cours des jours suivants, les conséquences de notre nouvel arrangement de vie deviennent douloureusement claires. La pratique de la clarinette de Tessa, autrefois encouragée dans cette maison, est maintenant trop perturbatrice pour l'horaire de sieste de Caleb. Il lui est interdit de jouer à l'intérieur. Peut-être que l'année prochaine, tu pourras essayer un instrument plus silencieux, suggère maman, comme si sa passion pour la musique n'était qu'une phase passagère à réorienter. Milo, mon fils habituellement bavard, devient plus silencieux chaque jour. Il ne parle que lorsqu'on lui parle au dîner, les yeux baissés. Quand je lui demande des nouvelles de l'école, il hausse les épaules au lieu de se lancer dans ses récits animés habituels sur le cours de sciences. Il s'adapte simplement, dit papa quand je mentionne mon inquiétude. Les enfants sont résilients. Cette nuit-là, après avoir vérifié que les jumeaux dorment, je trouve le journal d'utilisation de l'inhalateur de Milo. Il l'a utilisé 2 fois plus souvent depuis qu'il a déménagé au sous-sol. L'humidité n'est pas seulement inconfortable, elle affecte sa santé. Je me retire dans mon propre coin du sous-sol, un espace de couchage aménagé à la hâte derrière une bibliothèque, et j'ouvre mon application bancaire. Les heures supplémentaires ont porté leurs fruits. Entre mes économies et mon salaire de la semaine prochaine, j'ai assez pour le premier et le dernier mois de loyer de l'appartement que Brenda a mentionné. En regardant mon solde bancaire cette nuit-là, je me demande si je devrais confronter ma famille une dernière fois ou simplement partir sans autre discussion. Exiger le respect fonctionnerait-il, ou un départ discret ferait-il une déclaration plus forte? Que feriez-vous lorsque votre famille a montré qu'elle appréciait un enfant plus qu'un autre? Les tuyaux du sous-sol cognent et gargouillent au-dessus, comme s'ils donnaient leur propre opinion sur la question. Une semaine plus tard, la sonnette retentit juste au moment où je termine mon 3e double service de la semaine. Mon corps a mal et a besoin de sommeil, mais il n'y a pas de temps. Tante Cynthia, oncle Pet et 3 cousins s'entassent dans le salon, tous en train de gazouiller devant Caleb dans son transat pendant que j'enlève mes chaussures. La voilà, annonce maman avec une joie exagérée. Nous étions sur le point de faire visiter à tout le monde. Autumn rayonne, faisant rebondir Caleb sur sa hanche. J'ai hâte de montrer sa chambre d'enfant. Elle est absolument parfaite maintenant. Mon estomac se noue. Sa chambre d'enfant. L'ancienne chambre des jumeaux. Le défilé familial monte à l'étage, les voix s'élevant en approbation devant les murs fraîchement peints, les étagères sur mesure que papa a installées, les coussins de la banquette de la fenêtre que maman a cousu à la main. Peu importe que Tessa ait supplié pour des étagères pour ses livres pendant des années. Peu importe que Milo ait demandé un coin lecture depuis qu'il a appris à lire. C'est exactement ce dont un garçon en pleine croissance a besoin, déclare tante Cynthia en passant la main sur le matelas de qualité supérieure du berceau. Oncle Pet hoche la tête dans ma direction. Tes jumeaux doivent être des enfants très accommodants, laissant leur cousin avoir une si belle installation. Ma bouche a un goût de cuivre. Ils n'ont pas vraiment eu le choix. Le silence tombe avant que maman n'intervienne. Nous prévoyons de transformer le sous-sol en une vraie chambre, éventuellement. Mais d'abord, ajoute papa, nous refaisons la cuisine. Autumn a besoin d'un espace de travail approprié pour préparer les repas biologiques de Caleb. Plus tard, alors que les parents remplissent leurs assiettes dans la salle à manger, je descends discrètement pour voir Milo. Sa toux résonne contre les murs en béton, un son creux qui est devenu son compagnon nocturne depuis le déménagement au sous-sol. Maman? Il se redresse, agrippant son inhalateur. Le dîner est-il prêt? Presque, mon grand. Je m'assois à côté de lui frottant le dos alors qu'une autre toux secoue sa poitrine. Comment va ta respiration aujourd'hui? Il hausse les épaules, un geste trop résigné pour un enfant de 11 ans. Pareil. Le docteur Phillips a dit que l'humidité n'aidait pas, je lui rappelle en lui tendant un verre d'eau. Nous avons un autre rendez-vous la semaine prochaine. À l'étage, des rires éclatent. Plus d'une semaine au sous-sol, et l'asthme chronique de Milo s'est aggravé. Le visage du pédiatre était devenu sérieux lors de notre dernière visite. Facteurs environnementaux, avait-il dit en me regardant par-dessus ses lunettes. Nous savions toutes les deux ce que cela signifiait.
Est-ce que Anna sera à l'école demain? Je demande, essayant de lui remonter le moral. Ses yeux se baissent sur son inhalateur. Peu importe. Je n'invite plus d'amis à la maison. Mon chéri, pourquoi? Tessa non plus. Il ramène ses genoux contre sa poitrine. C'est embarrassant. Personne d'autre ne vit dans le sous-sol de ses grands-parents. La vérité de cela me frappe comme un coup physique. 2 jours plus tôt, j'avais entendu Tessa refuser une invitation à une soirée pyjama, prétextant avoir trop de devoirs. Elle avait complètement arrêté de jouer de la clarinette à la maison après que papa se soit plaint du bruit qui dérangeait la sieste de Caleb. Tu devrais monter pour dîner, je lui dis en lui ébouriffant les cheveux. Il secoue la tête. Je mangerai ici. Grand-mère a dit que m'a tout dérangé Caleb pendant les repas. Quelque chose en moi se fissure pas se brise, mais se fracture assez profondément pour que je sente le changement. Je lui embrasse le front et je remonte à l'étage, m'arrêtant à mi-chemin quand j'entends mon nom. Céline s'épuise au travail, dit tante Cynthia depuis la salle à manger. Des gardes de 16 heures, ce n'est pas tenable. Elle a besoin de l'argent, répond maman. Les infirmières divorcées n'ont pas vraiment de parachute doré. J'ai pris tous les services supplémentaires disponibles, constituant mon compte d'épargne avec une détermination silencieuse. Encore 3 semaines à ce rythme, et j'aurai assez pour le premier et le dernier mois de loyer plus le dépôt de garantie pour quelque chose, n'importe quoi avec des fenêtres. Le lendemain matin, mes yeux brûlent de fatigue alors que je change les poches de perfusion. Brenda, l'infirmière responsable de notre service, s'arrête à côté de moi. Tes mains tremblent, observe-t-elle doucement. Juste fatiguée. Elle jette un coup d'œil autour d'elle avant de glisser un papier plié dans ma poche. Ce 3 pièces sur Maple Street? Le propriétaire est un ami de mon mari. Il sera disponible le mois prochain, mais il ne l'a pas encore mis en location. Ses yeux croisent les miens. Tes enfants méritent des fenêtres, Céline, murmure-t-elle pendant le changement de service. Le papier brûle dans ma poche pour le reste de mon service. Le dîner du dimanche arrive avec plus de parents. Tante Linda, la sœur aînée de papa qui parle sans filtre, examine la salle à manger alors que nous passons les plats. Ça ne dérange pas les jumeaux de vivre au sous-sol, demande-t-elle, la fourchette suspendue en l'air. La pièce se fige. Ma sœur étudie son assiette. Le sourire de maman se fige. Ce que Linda veut dire, commence papa. Ils ne seront plus au sous-sol très longtemps, j'interromps, ma voix plus calme que je ne l'ai jamais entendue. Nous déménageons la semaine prochaine. Les fourchettes s'entrechoquent contre les assiettes. Le verre d'eau de maman se renverse, se répandant sur la nappe. Que veux-tu dire par déménager, exige Automne, tandis que le visage de papa s'assombrit comme un nuage d'orage. J'ai signé un bail. 3 chambres, dans le district scolaire des jumeaux. Les mots viennent facilement maintenant, flottant sur le calme étrange qui s'est installé en moi. Tu ne peux pas simplement décider, balbutie maman. Si, en fait. Je me tourne vers tante Linda. Pour répondre à ta question, oui, ça les dérange beaucoup. L'asthme de Milo s'est aggravé à cause de l'humidité. Tessa n'a pas invité d'amis parce qu'elle a honte. Il mérite mieux. C'est une question d'argent, n'est-ce pas, dit papa. On peut trouver un arrangement. Il ne s'agit pas d'argent. Je pose ma serviette à côté de mon assiette. Il s'agit de respect. Plus tard dans la soirée, Brenda répond à mon appel désespéré sans hésiter. Bien sûr que vous pouvez rester avec nous jusqu'à ce que la location soit prête. La chambre d'amis est petite, mais le canapé-lit est confortable pour les enfants. Je ne peux pas demander. Tu ne demandes pas. Je propose. Sa voix s'adoucit. Ce que tes parents font n'est pas juste, Céline. Le contraste me frappe, Brenda offrant une aide sincère alors que ma famille n'offre que des critiques. Elle me connaît depuis 3 ans. Ils me connaissent depuis toute ma vie. Merci, dis-je, ma voix stable d'une manière qu'elle ne l'est jamais lorsque je parle à mes parents. Pour la première fois depuis des mois, je prends des décisions sans chercher l'approbation de personne. J'appelle directement le propriétaire, je remplis la demande en ligne et j'organise le raccordement des services publics. Chaque étape me semble enlever un poids que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié qu'il était là. Le samedi suivant, ma famille se réunit dans le salon pour planifier à l'avance ce qu'Automne appelle la célébration du demi-anniversaire de Caleb une fois qu'il aura 6 mois, et les mérites des cupcakes décorés, apparemment.
pendant qu'il s'agite sur le choix du filtre Instagram à utiliser pour les photos, je range tranquillement les essentiels dans des valises, en glissant la clarinette de Tessa et les livres préférés de Milo par-dessus. Le bail est signé. Les clés sont dans mon sac à main. La première semaine de séjour chez Brenda est organisée. Je ferme la dernière valise et je lève les yeux pour trouver les jumeaux qui me regardent depuis l'embrasure de la porte du sous-sol, la confusion et quelque chose comme de l'espoir naissant sur leur visage. Faites vos sacs à dos, je murmure. Seulement ce dont vous avez absolument besoin pour les prochains jours. Les yeux de Tessa s'écarquillent. La main de Milo serre moins fort son inhalateur. On part vraiment, demande Tessa, sa voix à peine audible. J'acquiesce, me surprenant avec un sourire qui semble étranger sur mon visage. Oui. Ce soir. Et pour la première fois depuis des mois, mes enfants se tiennent un peu plus droits, comme s'ils respiraient déjà un air différent. Le lendemain, l'aube traverse les rideaux de la chambre d'amis de Brenda alors que je vérifie ma montre. 6h15, parfait. Mes parents ne partiront pas pour le rendez-vous chez le pédiatre de Caleb avant 8h, mais j'ai besoin de cette avance. Maman ? Tessa apparaît dans l'embrasure de la porte, déjà vêtue de son pull violet préféré. Derrière elle, Milo serre son inhalateur, les yeux écarquillés d'incertitude. Prêt ? Je demande en gardant ma voix stable. Il hoche la tête, les épaules carrées avec une détermination qui reflète la mienne. Nous planifions cela depuis 3 jours, depuis que j'ai signé le bail de notre nouvel appartement. Le monospace de Brenda ronronne dans l'allée alors que nous chargeons la première tournée de carton. Rappelez-vous, dis-je aux jumeaux, prenez juste les essentiels aujourd'hui. Nous reviendrons pour le reste quand ils seront partis. 30 minutes plus tard, nous nous garons dans l'allée vide de mes parents. La maison est silencieuse, tout le monde dort encore. Nous nous déplaçons avec une efficacité délibérée, comme une équipe d'intervention hospitalière bien rodée. Prenez seulement ce qui compte le plus, je rappelle aux jumeaux alors qu'ils descendent les escaliers du sous-sol. Je les regarde sélectionner soigneusement leurs trésors, les médailles du concours de sciences de Milo, les livres de musique de Tessa, les courtes pointes assorties que ma grand-mère a faites avant de mourir. À chaque objet qu'ils sauvent du sous-sol humide, leurs mouvements deviennent plus confiants. Tenez-vous plus droit, je veux leur dire, mais je n'en ai pas besoin. Je le vois se produire sous mes yeux, leur colonne vertébrale s'allonge, leur menton se lève alors qu'ils transportent leurs biens vers la liberté. À 7h30, le monospace de Brenda est rempli de nos essentiels. Je laisse ma clé de maison sur le comptoir de la cuisine à côté d'une note que j'ai réécrite une 12aine de fois, finalement réduite à sa vérité essentielle, nous avons trouvé notre propre logement. Les jumeaux méritent des fenêtres. Plus tard, nous déballons nos affaires dans le nouvel appartement lorsque mon téléphone se met à vibrer avec insistance. Maman. Papa. Encore maman. Automne. Je mets chaque appel en silencieux jusqu'à ce que Tessa me touche le bras. Tu ne vas pas répondre, maman ? Je pose la boîte de produits de salle de bain. Pas encore, ma chérie. Nous devons d'abord nous concentrer sur notre installation. Les messages vocaux s'accumulent tout au long de la matinée. Je les écoute pendant que les jumeaux rangent leurs livres sur les étagères que Brenda a trouvées dans un vide-grenier. Céline, c'est complètement inapproprié. Tu traumatises ta sœur en partant comme ça. La voix de ma mère vibre d'indignation. Automne est bouleversé. Caleb sent la tension. Appelle-nous immédiatement. Mon père, autoritaire comme toujours, je ne peux pas croire que tu ferais ça à la famille. Automne, la trahison dans sa voix presque convaincante. Chaque message renforce ma détermination comme de l'acier trempé au feu. Leur préoccupation n'est pas pour mes enfants, c'est pour la perturbation de leur ménage soigneusement orchestré, l'inconvénient de perdre leur infirmière et leur babysitter intégrés. Je bloque leur numéro, juste temporairement. Nous avons besoin de cet espace pour respirer, pour nous souvenir de qui nous sommes sans leurs ombres qui planent au-dessus de nous. Ce soir-là, alors que les jumeaux dorment dans leur nouvelle chambre de vraie chambre, avec des fenêtres qui s'ouvrent pour laisser entrer l'air frais, mon téléphone s'allume avec un message de mon superviseur. Poste d'infirmière responsable toujours vacant. Intéressé pour en discuter demain. Je fixe l'écran, les doigts planant au-dessus du clavier. La promotion signifierait un meilleur salaire mais plus de responsabilités, plus d'exigences sur mon temps alors que les jumeaux ont le plus besoin de moi. Suis-je prête à reconstruire ma carrière tout en reconstruisant simultanément la sécurité de mes enfants ? La semaine suivante se passe dans un tourbillon d'activités.
Brenda arrive samedi matin avec des renforts, Johan de la pédiatrie et Marcus des urgences, leur voiture chargée de dons, une petite télévision, un canapé légèrement usé, des rideaux que la fille de Johan n'utilise plus mais qui correspondent parfaitement au couvre-lit de Tessa. Nous avons pillé le placard des dons de l'hôpital, explique Marcus en transportant un bureau pour la chambre de Milo. Parfois, les familles laissent des choses en parfait état. Le dimanche soir, l'appartement est transformé. Les jumeaux ont chacun leur propre espace, décoré de leurs couleurs et de leurs intérêts préférés. Le salon abrite un canapé confortable faisant face à la télévision, une petite table à manger avec 4 chaises et une bibliothèque qui se remplit déjà de nos trésors collectifs. Écoute, dis-je à Brenda alors que nous nous affalons sur le canapé après le départ de tout le monde. Quoi donc, demande-t-elle. Exactement, je souris. Tessa joue de la clarinette. Les notes douces et claires des gammes de Tessa s'échappent de sa chambre, un son que je n'avais pas entendu depuis des mois. Dans la cuisine, Milo arrange sa collection de roches sur le rebord de la fenêtre en fredonnant. Je réalise avec un sursaut que sa toux persistante a disparu, plus d'une semaine loin de l'humidité du sous-sol, et il n'a pas touché une seule fois à son inhalateur. Mon téléphone vibre avec un texto d'un numéro inconnu, le portable de ma tante Linda. Ta mère a dit à tout le monde que tu avais fait une dépression nerveuse et que tu avais enlevé les enfants. Je voulais juste que tu saches l'histoire qu'il raconte. Comment vas-tu vraiment? Je tape une réponse simple, nous allons bien. Les jumeaux ont maintenant chacun leur propre chambre, avec des fenêtres. Les réponses commencent à arriver de la part de membres de la famille élargie qui ont apparemment reçu la mise à jour de ma tante plutôt que la version de mes parents. Soutien, questions, offre d'aide. 2 semaines après notre départ, un texto arrive de mon père, nous devons parler. Puis-je te rendre visite? Je pose le téléphone et je regarde mes enfants se déplacer librement dans notre modeste appartement, leur voix n'étant plus étouffée, leurs épaules n'étant plus voûtées. Pour la première fois depuis des mois, ils ressemblent de nouveau à eux-mêmes. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble, debout dans des pièces remplies de soleil. 3 jours plus tard, la sonnette retentit, et je redresse les épaules avant d'ouvrir la porte. Mes parents et Autumn se tiennent sur le paillasson de mon nouvel appartement, leur visage affichant des expressions soigneusement neutres. Maman berce Caleb contre son épaule, tandis que papa serre un grand sac cadeau orné de dinosaures de dessins animés, les préférés de Milo. Vous n'aviez pas besoin d'apporter de cadeaux, dis-je en m'écartant pour les laisser entrer. Le sourire de maman se crispe alors qu'elle entre. Nous pensions que les jumeaux apprécieraient quelque chose de la maison. C'est leur maison maintenant, je réponds, ma voix égale. Autumn suit, sa démarche habituellement assurée remplacée par des pas hésitants. Ses yeux parcourent le modeste salon, observant les meubles d'occasion et les dessins des jumeaux déjà exposés sur les murs. C'est confortable, propose-t-elle, la politesse dans sa voix aussi inhabituelle qu'une langue étrangère. Papa pose le sac et se racle la gorge. Nous avons parlé, Céline. Nous pensons que nous avons peut-être été hâtifs dans nos arrangements. Hâtifs? Le mot a un goût amer. Les jumeaux peuvent avoir une des chambres à l'étage, dit maman en faisant doucement rebondir Caleb quand il s'agite. On pourrait déplacer quelques affaires. Partager une chambre, tu veux dire, je précise. Au lieu du sous-sol. Papa se déplace. Ce serait mieux, alors. Cette situation, où mes enfants ont leur propre chambre avec des fenêtres, je demande. Tu punis toute la famille, lance Autumn, sa façade se fissurant. Les jumeaux regrettent leur cousin. Caleb a besoin de sa tante. Je la regarde fixement. Mes enfants ne sont pas punis ici, et ils ne sont certainement pas utilisés pour punir qui que ce soit d'autre. Les jumeaux sortent de leur chambre au son des voix, s'approchant prudemment. Tessa glisse sa main dans la mienne tandis que Milo reste en retrait, observant ses grands-parents avec des yeux méfiants. Voulez-vous voir notre nouvel endroit? Je leur demande, ma voix s'adoucissant en m'adressant à mes enfants. Avant que quiconque ne puisse répondre, je les conduis dans le petit couloir. J'ai accepté le poste d'infirmière responsable au mémorial, j'annonce par-dessus mon épaule. De meilleures heures. Un salaire nettement meilleur. J'ouvre d'abord la porte de Tessa. Ses yeux s'écarquillent devant la transformation depuis ce matin, la bibliothèque que nous avons assemblée ensemble, maintenant peinte en lavande pour correspondre à son couvre-lit, son pupitre de clarinette positionné près de la fenêtre où la lumière naturelle entre à flot. La fille de mon amie Brenda n'utilisait plus son bureau, j'explique en passant la main sur la surface en bois blanc.
parfait pour les devoirs et la pratique de la musique. Vient ensuite la chambre de Milo, avec ses murs bleus et les autocollants de constellations phosphorescents que nous avons appliqués au plafond le week-end dernier. Son télescope, un cadeau d'anniversaire de l'année dernière qui prenait la poussière au sous-sol, se dresse fièrement près de sa fenêtre. Il y a un parc de l'autre côté de la rue, dit Milo à ses grands-parents, sa voix gagnant en confiance. Avec un terrain où nous pouvons jouer au football. Les yeux de maman s'adoucissent un instant avant qu'elle ne se reprenne. Ça doit être cher. Mes enfants ne sont pas des monnaies d'échange, dis-je doucement. Ils méritent autant de respect que Caleb. De retour dans le salon, les jumeaux proposent de faire la visite officielle, la fierté évidente dans leur voix. Milo conduit sa grand-mère à la cuisine, ouvrant la porte du garde-manger. Regarde, nous avons une étagère juste pour nos collations, dit-il, et nous n'avons pas à demander la permission chaque fois que nous avons faim. Il sort son inhalateur de sa poche. Et je n'en ai plus besoin depuis que nous avons quitté le sous-sol. Le docteur Patterson dit que mes poumons vont déjà mieux. Le sous-sol n'était pas si mal, dit automatiquement maman, puis elle hésite en voyant l'expression de Milo. Tu te souviens quand je ne pouvais pas arrêter de tousser la nuit, demande-t-il, sa voix petite mais ferme. Tu as dit que je le faisais pour attirer l'attention. Maman détourne le regard, faisant rebondir Caleb plus haut sur sa hanche. Tessa s'avance, son étui de clarinette à la main. Nous pouvons pratiquer la musique quand nous voulons ici, dit-elle en assemblant l'instrument avec des mouvements experts. Elle joue une séquence fluide de notes, la mélodie remplissant l'appartement d'un son clair et confiant. Papa regarde, son expression illisible. Autumn se tient maladroitement près de la porte, son téléphone serré dans sa main comme si elle se préparait à s'échapper. Qui garde Caleb mardi prochain quand tu auras ton entretien, demande-t-elle soudainement, la question ne s'adressant à personne en particulier. La musique s'arrête. Tessa abaisse sa clarinette, et je vois la compréhension poindre dans ses yeux, la prise de conscience que sa tante comptait sur mes services de garde d'enfants depuis le début. Je suis sûr que tu trouveras une solution, je réponds en gardant ma voix neutre. Tu es pleine de ressources. Alors qu'il se prépare à partir, je remarque le changement subtil dans leur dynamique. Papa aide maman avec le sac à langer de Caleb au lieu de le laisser à Autumn. Maman demande à Autumn si elle a appelé le service de babysitting dont ils ont parlé. Papa s'arrête sur le seuil. Céline, pourrais-je te parler en privé avant que nous partions? J'hésite, surprenant les jumeaux en train d'échanger des regards. Quoi qu'il arrive, je sais que nous avons déjà gagné la bataille qui compte le plus. Donnez-nous une minute, dis-je aux jumeaux, sortant sur le petit balcon avec mon père et fermant la porte derrière nous. À travers la vitre, je regarde Milo montrer à sa grand-mère la vue de notre appartement du 3e étage pas spectaculaire, mais elle comprend des arbres et du ciel au lieu de murs en béton et de conduites d'eau. Quoi que mon père veuille dire, cela ne peut pas changer ce que nous avons construit ici, dans cet modeste appartement qui sent la peinture fraîche au lieu du moisi. Cela ne peut pas effacer le son des rires de mes enfants alors qu'ils arrangent leurs affaires dans des pièces inondées de soleil. La bataille n'est pas terminée. Les guerres familiales se terminent rarement par une seule victoire décisive. Mais pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, c'est moi qui fixe les conditions de l'engagement. 6 mois plus tard, les documents hypothécaires sont étalés devant moi sur le bureau de l'agent de crédit, chacun nécessitant ma signature. Il y a 6 mois, j'aurais hésité, j'aurais appelé mes parents pour vérifier que je prenais la bonne décision. Aujourd'hui, je signe mon nom avec des traits assurés. Félicitations, Madame Dalton. Vous êtes propriétaire, dit l'agent de crédit en faisant glisser les clés de la maison sur le bureau. Je referme mes doigts sur le métal froid, me souvenant des marches du sous-sol où mon sac d'infirmière est tombé ce jour-là. Le contraste me coupe presque le souffle, des murs en béton humide à une modeste maison de 3 chambres avec des fenêtres qui captent la lumière du matin. Mon téléphone vibre avec un texto de Brenda, toujours d'accord pour la pendaison de crémaillère samedi? Je souris, tapant une réponse affirmative rapide. Au travail, les autres infirmières viennent maintenant me voir pour des questions d'horaire. La semaine dernière, le docteur Patel m'a demandé mon avis sur un cas difficile, ce qui ne serait jamais arrivé il y a 6 mois, quand je gardais la tête basse, essayant d'éviter d'être remarqué. Ce soir-là, à la maison, je trouve Tessa en train de pratiquer sa clarinette dans la cuisine pendant que Milo construit un projet scientifique sur la table de la salle à manger. Aucun ne sursaute ni ne s'excuse quand j'entre. Au lieu de cela, Tessa termine son morceau pendant que Milo explique fièrement la conception de son volcan. Le directeur m'a demandé de rejoindre l'orchestre avancé, dit Tessa en essuyant son embouchure.
Et Jason m'a invité à sa fête d'anniversaire le week-end prochain. Madame Wilson dit que mon projet scientifique pourrait remporter la première place, ajoute Milo, les joues rouges d'excitation plutôt que d'asthme. On peut peindre ma chambre en bleu ce week-end? Du vrai bleu, pas cette couleur grisâtre bizarre que grand-mère disait être assez bonne. Mon téléphone sonne. Le numéro de maman. Je réponds après la 3e sonnerie, un choix délibéré plutôt que ma vieille saisie instinctive. Nous aimerions que vous et les jumeaux veniez dîner dimanche prochain, dit-elle, sa voix hésitante d'une manière que je ne lui avais jamais entendue. Votre père a fait griller des steaks. Juste nous, je demande, sans prendre la peine de cacher mon sens. Autumn est retourné dans son appartement le mois dernier, dit maman. La chambre de Caleb est vide maintenant. Je prends une inspiration. Nous serions heureux de venir, mais nous devrons partir pour 7 heures. Tessa a une répétition d'orchestre lundi matin. L'ancienne Céline aurait accepté n'importe quelle invitation à n'importe quelle condition. La nouvelle fixe des limites. C'est bon, dit maman. Nous comprenons. Le samedi soir de cette semaine, ma petite maison se remplit de voix. Brenda apporte une fougère en pot pour les nouveaux départs, dit-elle. 2 infirmières de la pédiatrie arrivent avec un paillasson. Mon infirmière responsable apporte des lasagnes maison. Quand Brenda lève son verre pour porter un toast à la découverte d'une famille dans des endroits inattendus, les larmes menacent, mais elles sont différentes de celles que j'avais l'habitude de. Les chambres des jumeaux. Bleu profond pour Milo, lavande pour Tessa. Des éclaboussures de peinture parsèment leur visage alors qu'ils débattent de l'endroit où accrocher les affiches. J'ai créé un fonds d'études, je leur dis, et je me suis inscrite à des cours en ligne pour mon BSN. Tu seras la meilleure infirmière praticienne de tous les temps, déclare Tessa, la certitude dans sa voix. Un coup à la porte nous surprend. Papa est là, tenant une boîte à outils. J'ai pensé que vous auriez peut-être besoin d'aide pour monter ces étagères, dit-il, ses yeux observant la scène éclaboussée de peinture. Il pose la boîte à outils. Je suis fier de toi, Céline. Les mots restent en suspens entre nous, inconnus et fragiles. En acceptant la branche d'olivier timide de mon père, je me demande si certaines relations familiales valent la peine d'être reconstruites, ou si le maintien de la distance est parfois plus sain. Que feriez-vous? Travailler à réparer des liens familiaux brisés, ou vous concentrer sur l'entretien des nouvelles relations de soutien qui émergent pendant vos moments les plus difficiles?